Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes mercredi 26 février 2025. Bienvenue à mes fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Bonne nouvelle aux réfugiés congolais qui sont au Burundi. L'International Rescue Committee IRC prévoit de fournir une assistance immédiate à 3000 réfugiés avec une priorité pour les femmes et les enfants en leur apportant un soutien en santé, protection et aide financière. Les habitants de la province Kirundo sur les nerfs à cause d'un couvre-feu instauré par les Imbonerakure à la suite d'une mesure du gouverneur instaurant les heures d'ouverture et de fermeture des bistrots. Ces habitants accusent ces Imbonerakure de les violenter et semer le désordre en se cachant derrière la dite mesure. Et la dernière partie de ce journal sera consacrée au mini-magazine au cœur de la société qui va revenir sur l'escalade des discours de haine ethnique au Burundi à cause des déclarations prononcées récemment par le président Evariste Ndayishimiye. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal par la page réfugiés. Une famille entière du camp de Nyarugusu en Tanzanie, dont le mari, sa femme et leurs 2 enfants sont incarcérés dans les cachots de la police de Kasulu depuis une semaine. Ils sont accusés d'avoir tabassé un autre réfugié, une accusation que les voisins qualifient d'infondée, puisque cette famille n'était pas sur place au moment du passage à tabac de ce réfugié. Les détails avec Eric Nyonzima. La famille incarcérée est celle de Célestin Mazamakuru, sa femme et ses 2 enfants. Le premier des enfants est âgé de 3 ans, tandis que le plus petit est âgé d'1 année et 9 mois. Ils habitent dans la 11e zone au camp de réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie. Le 11 de ce mois, une vieille femme accusée de sorcière a été tabassée à mort par d'autres réfugiés. La scène s'est passée tout près du domicile de Célestin Mazamakuru. Cependant, selon nos sources, ni lui ni sa femme Douimana Christine, personne n'était à la maison. Nous sommes les voisins de Célestin Mazamakuru. Nous alertons parce que la famille n'a pas d'autres personnes qui peuvent témoigner à leur faveur. Célestin Mazamakuru a été directement amené au cachot de la police. On ne lui a pas donné l'occasion de s'expliquer olympique de la mort d'une personne qui a été tabassée tout près de leur domicile. Ça, c'est la violation de la loi. Donc, cette famille est victime de pression. Sinon, il n'est pas consommable que toute une famille soit détenue. Ils sont avec des enfants et des nourrissons. C'est triste et désolant ce qu'on est en train de faire subir à cette famille. Les réfugiés du camp indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi cette famille soit détenue. Alors, qu'est-ce qui a frappé cette vieille dame sans connue? Une dame est venue et a accusé la vieille de sorcellerie. Nous sommes témoins de la scène. Les enfants qui l'ont tabassé sont ceux d'un prénommé Adija. Ils ont par après pris le large. Mais le passage à tabac de cette vieille dame s'est passé tout près du domicile de Célestin Mazamakuru. Toutefois, lui, il n'était pas à la maison. La rédaction de la RPA n'a pas encore joindre Siasa Majenje, le responsable du camp de Nyarugusu, pour qu'il puisse s'exprimer à ce sujet. Merci Eric Nyonzima. L'International Rescue Committee IRC répond à l'appel des réfugiés congolais confrontés aux mauvaises conditions de vie dans les camps. Face à l'afflux massif de personnes fuyant les violences en République démocratique du Congo, cette organisation a lancé cette semaine une intervention d'urgence au Burundi. L'IRC prévoit de fournir une assistance immédiate à 3000 réfugiés avec une priorité pour les femmes et les enfants en leur apportant un soutien en santé, protection et aide financière. Reportage signé Dani Claire et la Trouva. Depuis le mois de février, plus de 40 000 réfugiés congolais ont traversé la frontière pour trouver refuge au Burundi. L'ampleur de cet afflux met les centres de transit sous une pression extrême, les infrastructures étant largement dépassées par le nombre de nouveaux arrivants. Beaucoup de ces réfugiés, parmi lesquels nous avons des enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, arrivent avec peu ou pas d'effets personnels. Selon Amadou Ali, directeur de l'IRC au Burundi,
dit, la situation dans les centres de transit est extrêmement préoccupante. Il estime que les besoins les plus urgents à l'heure actuelle sont la nourriture, l'eau potable, les soins médicaux et les articles essentiels comme des nattes, des draps et des seaux. Pour faire face à cette crise humanitaire, l'IRC distribue des kits de première nécessité comprenant des ustensiles de cuisine, du savon, des couvertures, des vêtements ainsi que des kits de dignité destinés aux femmes. De plus, l'organisation met en place une aide financière pour permettre aux réfugiés congolais de subvenir à leurs besoins immédiats. Et en page gouvernance, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS en sigle, s'insurge contre la mesure de l'administrateur communal de Mabayi visant à expulser de sa commune toutes les femmes et filles non natives travaillant dans les bars. Selon Jeanne d'Arc Nzaninyana, présidente de ce mouvement, cet administrateur a violé les lois de notre pays. Pour Jeanne d'Arc Nzaninyana, c'est regrettable que ce soit les femmes qui paient les pots cassés chaque fois qu'il surgit dans une société quelconque un problème en rapport avec les mœurs. Elle demande l'intervention des autorités compétentes. Écoutez plutôt Jeanne d'Arc Nzaninyana, présidente de ce mouvement. Tout d'abord, ce qui est étonnant, c'est de voir que malgré effectivement le fait qu'il revient, il commence par énumérer les lois sur lesquelles il se base ses décisions, sans toutefois bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, se référer sur les vrais articles, les vrais droits des citoyens burundais. Il prend des décisions qui remettent en question, qui ont tendance à punir une certaine catégorie de la population. Et ça, quand on fait référence à des filles et des femmes dans une province, c'est comme si en fait c'était elles qui ramènent tous les maux, tous les problèmes dans cette province. Et surtout ce qui est dommage, c'est que nos administrateurs, nos autorités, ils oublient en fait que non seulement que quand il y a, je dirais, des problèmes, des soucis liés à la culture, liés aux bonnes mœurs, la première des choses à faire, c'est pas d'imputer ces problèmes à une seule catégorie de la population, mais il faut voir que c'est un problème qui est là et qui concerne toute la population. Et la meilleure manière de pouvoir éradiquer ces problèmes, c'est vraiment d'aller vers la sensibilisation de toute la population, de tous les citoyens, afin qu'il y ait une prise de conscience, il y ait, je dirais, un renouveau en fait dans les manières de penser, dans les manières d'agir de cette population. Et sinon, dire que en chassant de cette province les femmes et les filles qui ne sont pas de cette province, ils vont trouver la solution par rapport à ce qui arrive, c'est vraiment se mentir, c'est vraiment, je dirais, cacher les vrais problèmes, essayer de trouver des solutions qui ne sont pas nécessairement les meilleures pour ce genre de problème. Autre chose, quand on analyse ça, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a cette mentalité burundaise, je dirais, de rendre coupables les femmes et les filles pour toute question qui concerne les mœurs. Mais on se demande s'ils vont à l'encontre de nos mœurs. C'est pas seulement pour les femmes qui le font, mais aussi il y a ces hommes-là qui vont à l'encontre de nos mœurs et prendre des décisions qui regardent uniquement une seule catégorie de la population. Là, on peut parler effectivement de la violation des droits de la femme, de la fille burundaise. Et c'est vraiment important que nos autorités comprennent ça. C'est vraiment important de comprendre que à l'heure actuelle, les femmes et les filles burundaises doivent être considérées comme tous citoyens burundais. Elles ne doivent pas être toujours victimes de cette inégalité de sexe et surtout venant par nos autorités. Les décisions qui doivent être prises, ce sont des décisions qui sont fructueuses, des décisions qui peuvent réellement faire des impacts par rapport à ce problème qui s'observe dans la province. Toujours en page gouvernance, le nouveau directeur de la société pétrolière du Burundi, Sopebu, tranquillise la population burundaise lors des cérémonies de remise et reprise. Ce mardi 25 février 2025, Samuel Ndaisenga a annoncé qu'il s'engage à améliorer la qualité des services offerts aux bénéficiaires du carburant tout en surmontant les défis pour mieux satisfaire les clients. Je vous propose d'écouter Samuel Ndaisenga. Nous sommes ici maintenant pour continuer dans le sens d'améliorer la qualité de service qui avait été offerte aux bénéficiaires du carburant. Donc je vais essayer de m'y mettre, de mettre mon pied dedans et comme ça arriver à la satisfaction des clients. Les défis ne manqueront jamais. Les défis seront toujours là, mais on va les affronter. On va essayer de travailler avec tous les partenaires, travailler dans ce secteur
Et comme ça, avec tout le monde, avec le concours de tout le monde, on pourra y arriver. Samuel Ndaïsenga prend la place de Innocent Girukwishaka, qui venait de faire un peu plus d'une année à la tête de cette société. RPA. Parlons à présent sécurité. Certains habitants de la province de Kirundo disent être inquiets par un couvre-feu instauré par des Imbonerakure. Ce système est consécutif à la récente mesure du gouverneur de la dite province fixant des heures d'ouverture et de fermeture des bistrots. Ces citoyens font savoir que certains Imbonerakure se cachent derrière cette mesure pour les violenter et causer du désordre. Reportage signé Emmanuel Liungeko. Selon le communiqué du gouverneur de la province de Kirundo sorti ce 25 février 2025, les bistrots qui vendent des boissons de la Vraroudi ouvrent à 15h30 pour fermer à 22h, et cela de lundi à vendredi. Et pendant le week-end, le dit communiqué signé par Victor Segasago indique que ces cabarets doivent débuter les activités à 12h et fermer à 22h. En ce qui est des bistrots qui vendent des boissons locales, ils ouvrent à 15h30 et clôturent leurs activités à 20h. Pendant le week-end, ils ouvrent à 12h et terminent à 20h. Toutefois, certains habitants parlent d'un couvre-feu instauré par des Imbonerakure. Ces citoyens font savoir que certains Imbonerakure se cachent derrière cette mesure du gouverneur pour les violenter et causer du désordre. Ce citoyen du centre de Kirundo dit ne pas comprendre cette situation. Le problème que nous avons en tant que population, c'est qu'il y a nombreuses personnes qui se cachent derrière ça. Il y a des Imbonerakure qui créent un couvre-feu. Ils exigent aux gens de fermer, ils les tabassent et les brutalisent. Donc, si tu rencontres quelqu'un qui se promène avec des gourdets, c'est comme s'il y a de l'insécurité. Cela nous fait vraiment peur, nous, les habitants natifs de la province de Kirundo. La situation est encore pire dans les quartiers proches de la ville de Kirundo. Ces mêmes Imbonerakure qui brutalisent les gens effectuent également des rondes nocturnes munies de gourdins. Les Imbonerakure commencent des patrouilles à 20h. Certains sont munis de matraques et nous ne voyons aucun signe d'insécurité. Cette dernière souvent évoquée par des autorités. Même son de cloche en commune d'Onhega, cet habitant de cette commune se demande pourquoi ils ne sont plus autorisés à circuler au-delà de 20h. Personne n'est autorisé à circuler sans être muni de la carte nationale d'identité. Même une vieille qui n'a pas de poche pour la conserver est obligée de faire demi-tour. C'est des désordres. Des gens ne peuvent plus se promener au-delà de 20h. Ils n'ont même pas droit d'héberger qui que ce soit sans consulter le chef de colline pour l'enregistrer dans le cahier de ménage. Si le chef de colline habite à distance, ça devient un problème car même si c'est ton enfant qui est venu te rendre visite, il ne peut pas y passer la nuit. Alors nous avons peur et nous nous demandons le pourquoi. Les habitants de la province de Kirundo demandent ainsi que la sécurité soit assurée par des organes habilités et non par des Imbonerakure. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Victor Segasago, gouverneur de la province de Kirundo, pour recueillir sa réaction. Et les habitants de la ville de Bujumbura sont inquiétés par la présence nombreuse de policiers au centre de la ville. Ils indiquent que ces policiers fouillent tout ce qu'une personne transporte et qui ne sont pas autorisés à former de petits groupes de personnes. Le point avec Nadège, il a causé. Ces jours-ci, il s'observe dans la ville de Bujumbura de nombreux policiers, surtout au centre de la ville. Les habitants disent que cette situation ne les rassure pas du tout et qu'ils craignent plutôt que la sécurité n'est pas totale, vu que les policiers fouillent toute personne qui passe ainsi que tout ce qui transporte. S'ils trouvent qu'une personne n'a pas de carte d'identité, ils l'arrêtent. Nous avons très peur car on rencontre les policiers à chaque coin de la rue et quand tu as un sac à la main, les policiers t'arrêtent et te fouillent. Les personnes qui n'ont pas de carte d'identité sont conduites au cachot de la Sogemark. Une autre chose qui inquiète ces citadins, c'est que même s'il y a des personnes qui s'arrêtent pour se saluer et discuter un moment, les policiers viennent pour les séparer. Sur les parkings des bus, actuellement, un groupe de 3 à 4 personnes ne peut pas s'y tenir pour discuter, car une personne ou un policier vient voir ce qui se passe. Tout cela prouve la peur qui règne dans la ville.
Ces habitants demandent au maire de la ville de Bujumbura ainsi qu'aux autorités chargées de la sécurité de les rassurer pour qu'ils sachent les raisons de ces fouilles-perquisitions qui sont effectuées à grande envergure dans leur quartier, mais aussi au centre-ville de Bujumbura. Merci Nadège Irakoze. Et en page société, les habitants des provinces du nord du Burundi continuent à subir des conséquences de la crise du carburant. Hormis les prix de denrées qui ne cessent de grimper, la majorité des familles participent de moins en moins aux événements sociaux. Ces habitants indiquent qu'en absence de carburant, la vie devient chère dans tous les domaines. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. La pénurie de carburant a causé une vie chère dans tous les domaines. Au chef-lieu de la province Moyinga, certains fonctionnaires de l'État, c'est difficile pour se déplacer. Parfois, ils se trouvent absentés pour leurs activités quotidiennes. Certains fonctionnaires de l'État se présentent tardivement le matin suite au manque de carburant. Parfois, ils se trouvent absentés suite de cette pénurie de carburant. En province de Kayanza, certains prix de transport et des denrées alimentaires ont augmenté d'une façon exagérée. Par exemple, Bujumbura Kayanza, dans le Probox, il pèse 50 000 francs. La viande qui coûtait 10 000 francs, aujourd'hui coûte entre 30 et 35 000 francs. Une vache qui coûtait 500 000 francs, aujourd'hui coûte 5 millions. Suite au manque de carburant en province Ngozi, certains ne participent pas aux fêtes. Parfois, certains indiquent que c'est difficile pour se faire soigner suite de la pénurie de carburant. S'il n'y a pas de marchandises, tous les besoins s'augmentent et la pauvreté s'observe. Les gens ne visitent pas leur famille et d'autres ne participent pas aux fêtes. Ils ne se font pas soigner suite au manque de moyens de se déplacer. Ces habitants du nord du pays demandent au gouvernement de régler ce problème de pénurie de carburant. Sinon, ne fait le plus tôt possible risque de créer beaucoup de problèmes. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. L'édition d'aujourd'hui revient sur l'escalade des discours de haine ethnique au Burundi, exacerbée par les récentes déclarations du président Evariste Ndayishimiye à la suite des combats à l'est de la RDC. Au cœur de la société d'aujourd'hui vous est présenté par Eddie Claude Ninina Hazwe. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 11 février 2025, lors de la présentation du nouveau gouverneur de la province de Kirundo, Abgabila, le président Evariste Ndayishimiye, a exhorté les Burundais à être vigilants et à se préparer à une attaque qui, selon lui, pourrait venir du Rwanda. Peu après, des messages contenant des propos haineux à caractère ethnique ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, tandis que des réunions secrètes ont été organisées, le tout orchestré par certains membres du parti CNDD-FDD. Quel est l'objectif de ces discours haineux en cette période? Quelles leçons l'histoire du Burundi peut-elle nous enseigner? C'est autour de ces questions que nous allons échanger dans le magazine Au cœur de la société de ce mercredi 26 février 2025, magazine présenté par Eddie Claude Ninina Hazwe. Bienvenue. Les plateformes les plus utilisées pour la diffusion de ces messages sont WhatsApp et X, anciennement Twitter. Ceux qui revendiquent ces propos sont présentés comme des Imbonerakure, laissant entendre que leur ennemi serait les Tutsis, comme nous le rapporte ici notre confrère Pierre Gahungu. Sous la complaisance inouïe des autorités burundaises, des messages de haine inondent les réseaux sociaux, surtout depuis le déclenchement de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, qui a abouti à la prise de la capitale du Nord Kivu, la ville de Goma, par les combattants du M23 avant qu'ils ne s'emparent d'autres parties du Sud Kivu. Ces messages, souvent anonymes, circulent librement, sans aucune réaction, ni de la part des autorités militaires, ni de celle des autorités civiles, malgré leur contenu incitant à l'exclusion des Tutsis au sein de l'armée burundaise. Par exemple, une personne exhorte l'état-major de l'armée burundaise à interdire l'accès de certains postes aux Tutsis sous prétexte qu'ils collaboreraient avec le Rwanda et l'Ouganda. Tous les militaires Tutsis, surtout ceux d'origine Hima, qu'ils soient généraux ou colonels, ne devraient pas être affectés à l'état-major.
Il ne devrait pas être au ministère de la Défense nationale non plus. Au contraire, il devrait au mieux être nommé à des postes d'ambassadeur. Je sais que c'est un poste important, mais il devrait être envoyé dans des pays lointains comme l'Indonésie, la Chine et d'autres encore, loin du Burundi. Ils en seront fiers, j'en suis sûr. Vous savez que les Tutsis aimaient le bon titre. Il serait très content. Même s'il est général, il faudrait lui dire d'aller se reposer dans son poste d'ambassadeur. C'est aberrant de trouver des militaires Tutsis au ministère de la Défense, encore moins à l'état-major chez Prime. Le système de ces gens avance lentement, car ils ont l'opportunité de dialoguer avec Kagame et Museveni. Un autre canal exploité par ces extrémistes reste les espaces virtuels, notamment les Spaces, qui permettent à des groupes de personnes d'échanger sur des sujets donnés. Lors d'un space sur la plateforme X, organisé la semaine dernière par des membres de la milice Imbonerakure, affiliés au parti présidentiel CNDD-FDD, un Rwandais, membre des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, a exprimé ses regrets que les Interahamwe n'aient pas réussi à repousser les Inkotanyi, les forces du Front patriotique rwandais, durant le génocide contre les Tutsis. Ce Rwandais, qui affirme vivre en Europe, a ensuite appelé les Imbonerakure à s'enrôler dans l'armée pour éviter de répéter les erreurs constatées au Rwanda. Ma question est de savoir pourquoi vous ne voulez pas entrer dans l'armée. Pourquoi vous posez-je cette question? Si nos miliciens Interahamwe avaient intégré l'armée et été envoyés au front, nos populations n'auraient pas eu de problème. Ils auraient pu repousser les Inkotanyi et les faire retourner en Ouganda, d'où ils venaient en tant que réfugiés. Pourquoi ne faites-vous pas des exercices militaires et ne vous préparez-vous pas à aller au front pour sauver votre pays? Car nous constatons que, vu ce qui se passe à la République démocratique du Congo, le Burundi ne sera pas épargné. Quittez les milieux civils pour vous préparer à combattre pour votre pays qui est aujourd'hui sous menace. Troisièmement, n'ayez pas peur. Nous avions peur, mais puisque les Rwandais étaient tués partout où ils se trouvaient, nous n'avons plus cette peur. On ne meurt qu'une fois, il n'y a donc pas de raison d'avoir peur. Ce climat de haine et de division, entretenu par certains groupes extrémistes, représente une menace grave pour la stabilité de la région. L'inaction des autorités burundaises face à ces discours pose la question de leur responsabilité dans la prévention de la violence et de l'extrémisme. Les observateurs régionaux estiment que la situation actuelle nécessite une réponse ferme et collective de la part des autorités burundaises, mais aussi des acteurs régionaux et internationaux, afin de garantir la paix et la coexistence pacifique entre les différentes communautés de la région des Grands Lacs. De nombreuses organisations de défense des droits humains dénoncent ces discours en cette période marquée par les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo et les préparatifs électoraux de cette année au Burundi. L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT Burundi, estime que le gouvernement doit réagir car ces discours de haine risquent de ramener le pays dans le chaos. C'est ce qu'affirme Maître Armel Nyongere, président de l'ACAT Burundi. Notre appel est demander au gouvernement de mettre fin au discours de haine ethnique et à l'incitation à la violence, de protéger tous les citoyens sans distinction, de respecter les engagements internationaux du Burundi en matière de prévention des crimes de masse. Nous exhortons aussi également la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour prévenir une tragédie. Et l'histoire nous a appris que l'incitation à la haine précède des pires atrocités. Donc nous devons faire attention et agir immédiatement. L'histoire du Burundi devrait servir de leçon aux Burundais, en particulier aux dirigeants qui doivent cesser de citer la jeunesse à la haine ethnique. C'est le point de vue du mouvement Inamahoro qui regroupe des femmes et des filles engagées pour la paix et la sécurité au Burundi. Sa présidente Malu Louise Barichako appelle surtout les parents à encadrer leurs enfants et à leur inculquer les valeurs de respect et de tolérance. Ces derniers temps, les discours relatifs à la crise en RDC suscitent une peur profonde au sein de la population
en même temps qu'ils attisent la haine ethnique dont l'histoire du Burundi porte encore des traumatismes parce que, faute de volonté politique, la paix et la réconciliation des Burundais prônés par l'accord d'Arusha, signé en 2000, n'ont jamais vu le jour. Les récents discours du président au sujet du conflit à l'est de la RDC et la peur d'une attaque imminente du Rwanda sont l'expression de sa démarche qui prône la haine ethnique et sa détermination à l'inculquer aux plus jeunes. Aucun enfant ne naît avec la haine, on la lui inculque. Les jeunes burundais ont donc besoin de protection contre ce mauvais grain. Toutes les crises qui ont endeuillé le Burundi depuis 1965 devraient montrer clairement à tous les promoteurs de la haine, qu'elle soit ethnique ou autre, que la guerre ne contribue jamais à bâtir l'avenir que nous voulons au Burundi. Au contraire, la haine ethnique ou autre ne fait que saper tous les efforts de promotion de la paix, la sécurité et le développement durable pour tous, en compromettant les bases de la cohésion sociale et des valeurs et principes communs qui font notre identité. Les Burundais devraient donc prendre conscience du danger que comportent ces discours qui transmettent la haine et la hantise d'attaque par ceux qui sont considérés comme des ennemis. Le peuple burundais a besoin de discours pacifiants qui prônent la paix et l'entente, mobilisent pour l'engagement collectif en faveur de la paix. Que ceux qui dirigent le pays les aident plutôt à prendre ce chemin pour contribuer positivement à la réalisation de la paix dans notre pays et dans notre voisinage. Nous appelons donc les Burundais à ne pas céder à la panique que suscitent ces discours et toute la mobilisation qui vient avec, et à rester unis plutôt. Nous voudrions leur rappeler également ce qu'ils ont déjà réalisé. La guerre interne n'a jamais été et ne sera jamais une solution chez nous. Refusons donc la haine et unissons-nous pour reconstruire notre pays. Le Hutu ne prospérera pas parce que le Tutsi est décimé et vice-versa. Bâtissons ensemble notre nation unie et prospère. Que les parents s'engagent résolument à protéger leurs enfants contre cette dérive identitaire. Depuis la propagation de ces messages de haine à caractère ethnique, aucune autorité publique de haut niveau, ni au sein du gouvernement, ni au sein du parti au pouvoir, ne s'est encore exprimé pour les condamner. Avant de clore ce magazine, vous avez entendu qu'il appartient à chaque citoyen, aux leaders d'opinion et aux institutions de s'opposer fermement à toute forme de discours haineux et de promouvoir un dialogue constructif en faveur d'un Burundi uni et pacifique. C'est ainsi que se termine ce magazine au cœur de la société. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition de la Synergie des médias. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ce mini-magazine au cœur de la société que nous clôturons le journal en français de ce mercredi 26 février 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Au revoir.